Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog en ce lundi 21 février. Alors je m'excuse, la semaine dernière il n'y a pas eu de vlog lecture pour la simple et bonne raison que ça a été une semaine qui est passée à 1000 à l'heure et durant laquelle je ne suis pas arrivée à trouver du temps pour moi, aussi bien pour lire que pour faire autre chose, juste pour me poser. Donc ce qui fait voilà, que je n'ai pas sorti de vlog. J'avais commencé en fait à en tourner un, mais ça tournait vraiment ridicule, donc j'ai préféré ne rien sortir du tout. Et donc je vais me rattraper dans ce vlog là. Pour vous parler de ma lecture en cours, il s'agit de Franck Thillier, Le manuscrit inachevé aux éditions Pocket. J'ai envie de dire enfin, je l'ai commencé. J'avoue que j'étais un petit peu frustrée suite à l'étranger dans la maison de Chéri Lapina. C'est le dernier thriller que j'ai lu, un thriller domestique que je n'ai pas vraiment aimé. Et d'ailleurs je crois qu'on s'était quitté il y a 15 jours sur cette lecture-là. J'étais un petit peu frustrée de cette lecture. Et donc je me suis dit, allez, je vais lire peut-être une valeur sûre, en tout cas ce que beaucoup considèrent comme une valeur sûre. Donc pour le résumé, je pense vous lire la 4e de couverture, étant donné que c'est un livre où il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est assez complexe, donc pour être claire, en gros, je préfère vous lire la 4e. Une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Anaël Miror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien, sauf un lieu, l'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étrange. C'est fou parce qu'en fait, quand je lis la 4e, ça me donne... C'est pas que ça me donne pas spécialement envie, mais c'est pas un livre vers lequel je serais facilement allée. Là, c'est vraiment d'en avoir entendu de très très bons retours qui me fait le lire, mais j'avoue que c'est pas que ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais en fait, comme je vous ai dit, l'histoire est tellement dense que je pense que c'est très très dur de la résumer déjà pour ne pas trop en dire. Parce que croyez-moi, je suis à la page 276 sur 623. Il se passe des tonnes et des tonnes de choses. Il n'y a que des rebondissements. Enfin, peut-être pas des rebondissements, mais en tout cas c'est clair qu'il y a des cliffhangers à chaque fin de chapitre, ce qui fait que vous dévorez le livre, mais alors à une allure folle, vraiment. J'adore. J'ai envie de comprendre cette histoire-là qui honnêtement est très alambiquée. Je sens qu'elle va me retourner le cerveau au plus possible. Autant vous dire que j'ai qu'une hâte là, c'est de le continuer parce que vraiment, j'espère qu'il y a quand même une vraie fin, que tout va être expliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'énigmes dans cette histoire. Et j'espère qu'il y aura du sens et ne pas être déçue par la fin. J'ai encore un petit peu de marge, je suis même pas à la moitié, mais je pense très très vite l'avancer. Sachant que je ne vous ai pas dit, mais c'est un peu pour moi une découverte de Franck Thillier. J'ai lu un de ses livres, c'était La forêt des ombres, il y a peut-être 4 ans de ça, je dirais. Ouais, 4 ans. Et je n'ai jamais lu d'autres Franck Thillier, donc ça c'est vraiment le deuxième. Et pour vous dire, je n'ai pas lu de sa série avec le personnage Charcot, je n'ai lu 0 tome. Au moins c'est fait. Donc petit à petit, j'espère apprécier Franck Thillier et découvrir davantage de ses œuvres. Et nous allons finir aujourd'hui par un book haul. Je vais vous présenter les livres que m'a offert mon chéri pour la Saint-Valentin. Donc pour vous c'était il y a 15 jours, pour moi c'était il y a une semaine. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il y a 2 livres sur 3 qui ne sont pas du tout dans le thème de la Saint-Valentin. Bien au contraire, on se croirait pour Halloween. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que ces livres faisaient partie de ma wishlist et je suis très contente de les avoir lus. Donc pour le premier livre, il s'agit de Madeline Miller, Le chant d'Achille, aux éditions Pocket. C'est le premier livre qu'a écrit l'auteur, si je dis pas de bêtises.
mais moi j'avais commencé par Circé, parce que Circé me tentait plus, j'avoue. Et étant donné que j'ai adoré Circé, j'avais mis du coup le Chant d'Achille dans ma wishlist. Donc c'est un livre dans lequel on va suivre Patrocle et Achille, donc apparemment de leur enfance jusqu'à la guerre de Troie. Donc ils font partie, enfin ce sont deux personnages qui s'inscrivent dans la mythologie grecque et qui ont été amants. Et apparemment dans ce livre-là, nous allons suivre leur aventure à travers les yeux de Patrocle, qui va raconter Achille, si j'ai bien compris. En tout cas, il me donne très envie et encore plus après avoir lu Circé, je sais à peu... Enfin, c'est pas que je sais à quoi m'attendre, mais en tout cas je connais déjà la plume de l'auteur et j'avais juste adoré. C'était vraiment très très beau, très bien écrit, très poétique. Donc là j'ai qu'une hâte. En plus, est-ce qu'on en parle de la couverture? Je trouve que ces couvertures sont magnifiques. Ensuite, les deux autres livres sont du même auteur. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'on est plus dans un thème d'Halloween. Parce qu'il m'a offert deux livres de Stephen King. Donc toujours... donc là ça sera les éditions Le Livre de Poche et notamment dans les nouvelles éditions qui sont très jolies. Le premier, nous avons affaire à Cimetière. Donc je vais vous lire le résumé. Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Judd Crandall, les amène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré les animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed, où l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. C'est quand même un beau bébé, si vous voyez. Il fait... Ah oui. Ouais, 635 pages. Et je pense clairement me le réserver pour le mois d'octobre prochain, sachant que au mois d'octobre dernier, j'avais lu Salem. Voilà, c'était une lecture qui était commune, organisée par... il est bien ce livre, Séverine, je cherchais son prénom, avec tout un groupe de booktubeurs. C'était un groupe qui s'appelait, je crois, Lisons Stephen King ensemble par mois. D'ailleurs, il existe toujours, il me semble. Et voilà, du coup je compte me le réserver pour Halloween prochain. Et le suivant, donc toujours du même auteur, il s'agit de Dolores Claiborne. C'est un livre que j'avais vu passer notamment sur la chaîne de Sophie du Café et des Livres et qui m'avait tenté lorsqu'elle avait lu le résumé parce que contrairement peut-être à Cimetière, là on n'est pas dans de l'horreur ou un petit peu du fantastique à la Stephen King. Donc je vais vous lire le résumé. Tout le monde à Little Toll connaît Dolores Claiborne, mais on ne sait toujours pas si l'accident qui a provoqué la mort de son mari il y a 30 ans en était réellement un. Aujourd'hui, elle est de nouveau soupçonnée. On vient de découvrir le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan, dont elle était la gouvernante depuis des décennies. Dolores n'a désormais plus le choix, elle doit passer aux aveux. Pourtant, ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Beaucoup plus noire, beaucoup plus terrible, une héroïne poignante, l'une des plus bouleversantes de Stephen King qui a été incarnée au cinéma par Kathy Bates dans un film de Taylor Hockford. Eh bien je ne savais pas que c'était adapté en film. Voilà, lui aussi il me donne envie, il est beaucoup plus court en revanche. Il fait 345 pages par là, donc c'est plutôt chouette. Avec Stephen King, c'est tout ou rien, décidément. Donc voilà, c'était les achats de mes... Enfin, non, pas les achats, les cadeaux plutôt que m'a offert mon chéri pour la Saint-Valentin. Et je suis trop contente de les avoir eus. Bien qu'il reste pas mal de livres encore sur ma wishlist, mais ça je pense qu'elle ne sera jamais totalement vide, c'est pas possible. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais m'atteler à lire le manuscrit inachevé de Franck Tillier. J'ai hâte de savoir la suite et je vous dis à bientôt. Nous sommes mercredi matin et je viens tout juste de finir le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Il y a genre 45 minutes de ça, donc je vous donne mon avis maintenant. Ce sera peut-être un avis à chaud et dans la semaine je risque de prendre du recul et peut-être de vous en reparler ou de revenir sur certains points.
parce qu'il y a du très bon dans ce livre, mais il y a aussi du moins bon, en tout cas pour ma part. On va suivre Leanne Morgan et son mari Julian Morgan qui 4 ans auparavant ont perdu leur fille Sarah. Elle a été kidnappée en revenant d'un footing carrément chez elle. Et ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas revu leur fille Sarah, mais ils ne savent pas non plus où, si elle est morte, si elle est vivante. Il n'y a pas de corps qui a été retrouvé, il n'y a rien. Leanne Morgan est une auteure à thriller à succès depuis 10 ans. Elle écrit sous un pseudonyme, Anaël Mirror, pour protéger sa vie de famille. Et depuis que Sarah a disparu, le couple bat de l'aile. Leanne est partie vivre à Paris, tandis que son mari est resté vivre dans leur maison. Il essaie lui de... C'est pas qu'il a perdu la raison, mais en tout cas ça fait 4 ans qu'il essaie de retrouver Sarah, des pistes, des indices, il ne lâche pas l'affaire, il veut retrouver leur fille, il est persuadé qu'elle est vivante, ou du moins il veut retrouver son corps. Jusqu'au soir où Julian va être sauvagement agressé, va être amené à l'hôpital et il va devenir amnésique. Donc c'est Leanne à partir de là qui va, on va dire, prendre un petit peu le flambeau, la relève et elle va essayer d'enquêter donc sur la disparition de Sarah, sur ce que son mari avait pu découvrir de dérangeant au point d'être agressé, pourquoi il a été agressé. Et donc c'est elle qui va prendre un petit peu le relais de cette enquête. Et en parallèle, on va suivre deux policiers de Grenoble, Vadim et Vic. Vic a une particularité, c'est qu'il est, je crois qu'on dit hypermnésique. J'en suis pas sûre, faudrait que je regarde. Mais en fait, il a la faculté la capacité même de se rappeler de tous les chiffres qu'il croise dans sa vie. Il a une mémoire d'éléphant qui est un plus pour son métier, pour les enquêtes, mais qui peut se retrouver très handicapant pour sa vie personnelle, parce qu'en fait il va se rappeler de beaucoup de choses, mais pas de petites choses simples comme les galas de sa fille, les anniversaires et compagnie. Donc ces 2 flics vont être amenés sur une enquête parce qu'un corps a été retrouvé dans un coffre d'une voiture. Une voiture qu'un jeune homme a volée dans une station essence, et en fait lors de la course-poursuite, il a fait une fausse route et donc il est parti s'encadrer dans le décor. Et donc dans le coffre, ces deux policiers vont retrouver un corps avec un visage totalement inidentifiable parce qu'il est, défiguré et les mains coupées. On sait tout de même que c'est une femme, mais bien évidemment l'identification du corps reste à ce jour impossible. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise et bien sûr Leanne Morgan ne sait pas dans quoi elle va mettre les pieds en se penchant sur la disparition donc, de sa fille. C'est un thriller qui est haletant, c'est un thriller qui est prenant, captivant, qui nous met hors d'haleine. On retrouve tous les codes d'un bon thriller, on a un rythme qui est très dynamique par les chapitres déjà courts, le fait que l'on passe d'une enquête à une autre. Il y a des rebondissements, il y a des révélations, il y a du suspense, il y a des moments qui mettent un petit peu la chair de poule. Après attention, il y a des descriptions aussi qui sont assez difficiles à lire. Franck Tillier ne prend vraiment pas de pincettes pour décrire certaines scènes. Il y a des sujets qui sont assez compliqués à aborder. Vous vous en doutez, dans les thrillers comme ça, c'est souvent des scènes de viol, de violence, bref, voilà. Et pour le coup, Franck Tillier pose bien les mots dessus. Donc parfois, il faut avoir le cœur un petit peu bien accroché. C'est une histoire qui est complexe parce qu'elle imbrique plusieurs histoires dans une histoire. Il y a peu de personnages, mais par contre, il y a une avalanche d'action, une avalanche de rebondissements, de révélations. Franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire jusqu'à la fin. Toute l'adrénaline que j'ai pu ressentir, toute cette tension qui est montée crescendo, tout ce suspense et mon envie en fait de connaître la fin, tout s'est effondré dans les dernières pages. J'ai été déçue, je pense que je peux dire que oui, j'ai été déçue de cette fin.
Je m'attendais à rien en particulier. Alors j'imaginais plusieurs scénarios de fin, j'essayais de comprendre le comment du pourquoi on a pu, les personnages ont pu en arriver là. Mais honnêtement, en fait, je crois que... Alors j'avais pas du tout deviné cette fin là et en fait, ouais, j'ai été déçue, je m'attendais pas du tout à ça. Tout s'est effondré en 2-2 en fait dans ma tête et là j'ai ressenti zéro émotion. J'ai été sans voix, mais pas du bon côté, on va dire. C'est pas parce que j'y étais estomaquée et que je ne trouvais plus mes mots. Non, j'étais sans voix parce qu'en fait j'étais déçue et j'étais en train de me dire, est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que je suis vraiment en train d'être déçue par cette fin? Oui, je crois que c'est le cas. Donc comme je vous dis, peut-être que d'ici la fin de la semaine, je vais vous dire non, finalement j'ai compris la fin, je l'accepte, et en fait c'est normal, c'était une bonne fin, mais là tout de suite, je peux pas vous dire ça. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous l'avez lu, si vous avez été en accord avec cette fin, si vous avez été aussi surpris, déçu, si vous l'avez apprécié. Mais personnellement je pense que ça ne sera pas mon cas. Après peut-être qu'il faut lire Il était deux fois pour mieux comprendre, peut-être que c'est une suite, je sais pas, parce que j'ai lu le résumé de Il était deux fois et je vois pas comment on peut connecter les deux livres pour le moment, mais je sais que ça a été le ressenti de beaucoup de personnes et qu'ensuite on comprend mieux. Mais là j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Pareil, je ne comprends pas en fait la préface du livre, où l'on nous dit en fait que, donc c'est juste ici, où on nous dit que c'est Caleb Traskman. Alors c'est le fils de Caleb Traskman qui écrit cette préface, en nous disant donc qu'il a retrouvé dans les cartons du grenier de son père ce manuscrit inachevé, qui apparemment, donc son père était un auteur de thriller avec des milliers de lecteurs. Qu'il a lu ce manuscrit, mais donc il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fin étant donné que son père s'est suicidé avant d'écrire la fin. Et donc, en accord avec la maison d'édition, après des mois de lecture et de relecture pour essayer de trouver une fin, ils ont donné le feu vert au fils de Caleb pour écrire les 50 dernières pages. Et en fait, ça nous est spécifié dans l'histoire le moment où c'est le fils de Caleb qui prend la relève. Et ça correspond bien aux 50 dernières pages à peu près. Mais voilà, ça j'ai pas compris qu'est-ce que ça vient faire là, sachant qu'on ne nous parle pas de Caleb Traskman dans le livre. Alors, ça voilà, honnêtement ça j'ai du mal à le comprendre en fait, je sais pas du tout pourquoi, qu'est-ce qu'apporte cette préface. Est-ce que du coup, en fait, c'est l'auteur qui a imaginé... Est-ce que Franck Tillier a imaginé un livre qui aurait pu être écrit par un auteur de thriller à succès, qui s'est suicidé avant d'écrire la fin de son livre et que son fils... Enfin, je comprends pas trop cette démarche. Alors pareil, est-ce que ça va nous être expliqué dans Il était deux fois? N'hésitez pas à me le dire, donc sans me spoiler bien évidemment, mais n'hésitez pas à me dire vous, si vous avez compris ou pas cette subtilité, cette préface, son rôle qu'elle a dans l'histoire. Je comprends pas trop. Donc voilà, ça reste quand même une très très bonne lecture. J'oublie pas les 500 pages que j'ai lues avant les 50 dernières de la fin qui m'ont déçue. Mais voilà, il y a quand même une petite frustration, je vais pas mentir. Du coup, je ne vais pas commencer Il était deux fois de suite parce que j'ai envie de souffler un petit peu. Je vous dis, il a quand même été prise de tête ce roman. Donc je vais lire quelque chose de totalement différent. Je vais commencer 17 ans de Eric Fotorino. C'est un auteur que je ne connais absolument pas, mais je l'ai acheté dans une... Je crois que je l'avais acheté d'occasion. Ou peut-être je l'avais trouvé dans une boîte à livres, je sais plus, mais je crois que je l'avais acheté d'occasion. Et en fait c'est le résumé qui m'avait bien tenté, donc je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer dès aujourd'hui. Mais je vais déjà vous lire la 4e de couverture. Lina n'était jamais vraiment là, tout se passait dans son regard. J'en connaissais les nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était là, mais elle était loin. Je ne comprenais pas ses sautes d'humeur, ses sautes d'amour. Un dimanche de décembre, Lina livre à ses 3 fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance si longtemps cachée, cette femme dont on a forcé le destin depuis l'adolescence laisse alors éclater toute son humanité et son obstination à vivre libre.
Dans le plus personnel des romans, Éric Fotorino dresse le portrait solaire et douloureux d'une mère mal connue, mais profondément aimée. Donc c'est aux éditions Folio. Donc c'est le résumé qui m'a vraiment tenté lorsque je l'ai acheté, parce que voilà, comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout cet auteur. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous avez lu d'autres de ses livres ou bien celui-ci et si vous l'avez apprécié. C'est un livre qui fait 200, pas tout à fait 300 pages. Il fait 281 pages, donc j'espère le lire assez rapidement. Et ça me fera une bonne coupure avec Franck Tillier. Donc voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, je vais aller bientôt manger et partir au travail. Ce soir, je sais qu'il y a Top Chef et honnêtement, j'adore cette émission, donc je sais que je vais peut-être pas trop lire. En plus, ça finit super tard. Donc je pense que je vous parlerai plus demain de ma nouvelle lecture. On se retrouve dimanche en début d'après-midi avec ma tenue du dimanche. Hein. Voilà, super confortable, super cosy, je crois qu'on en a tous une. Je voulais vous parler, alors clôturer ce vlog et en même temps vous parler de ce qui s'est passé au niveau des lectures depuis mercredi. Je ne vous ai pas repris depuis. En ce moment j'ai des semaines qui sont plutôt chargées, j'ai des soirées qui sont bookées notamment avec des amis. Là on a fait l'anniversaire de mon beau-frère avant-hier soir, du coup autant vous dire que hier soir j'étais pas mal fatiguée parce que coucher à 3h du matin et assumer le samedi au travail ça a été assez compliqué. Donc c'est clair que niveau lecture il ne s'est pas passé grand chose, bien que j'ai commencé un livre audio sur Audiolib. Il s'agit de Bernard Weber, c'est comme ça qu'on dit, La prophétie des abeilles. J'ai déjà écouté bien 1h15 sur, je crois qu'il y a plus de 9 heures d'écoute. Pour tout vous dire, je n'ai jamais lu de Bernard Weber, mais j'en ai entendu parler de plus en plus là ces derniers temps parce que il me semble ce livre date de 2001 et j'ai entendu de très bons retours dessus, donc apparemment ça serait un thriller si j'ai bien compris, parce qu'alors oui, je n'ai pas lu le résumé avant de commencer cette écoute, mais pour vous faire du coup un petit résumé, nous allons suivre René qui est un historien de base et qui s'est un petit peu reconverti dans l'hypnose étant donné qu'il a rencontré sa femme via une conférence sur l'hypnose. Donc en fait ils vont mener à deux une conférence spectacle entre guillemets d'hypnose, donc face à un public. Habituellement c'est sa femme qui mène la danse, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci elle est malade, elle ne peut plus parler, elle a des quintes de tout, donc c'est René qui va prendre le relais et qui va animer cette conférence là, durant laquelle il les amène en fait à revenir dans le passé, et pour la première fois il va expérimenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'en fait il va les amener à se projeter dans 30 ans et à se rencontrer en fait dans 30 ans. Et à terme de cette expérience-là, il va un petit peu interroger, sonder le public pour avoir leur ressenti, pour connaître leur expérience. Donc plusieurs personnes donnent leur expérience, qu'est-ce que leur eux de 30 ans leur ont dit, jusqu'à ce qu'une femme demande de ne pas se voir dans 30 ans, mais de voir le monde tel qu'il va être dans 30 ans. Et là, René va être face à un défi parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, il ne connaît pas les limites, il ne sait pas si ça va réussir ou pas. Et cette femme-là est très convaincante, elle dit que c'est vraiment pas la première fois qu'elle suit des séances d'hypnose comme ceci, qu'elle est très réceptive, qu'elle fait des cours de Jitsu, je crois, enfin bref, c'est pas une novice dans ce domaine-là, elle est déjà partie aux États-Unis et tout ça. Donc pour ne pas dire non face au public qui est en attente, il fait monter cette jeune femme sur scène, il allonge sur un sofa et ils vont commencer donc un voyage dans 30 ans pour voir à quoi le monde ressemblerait dans 30 ans. Et il se trouve que ce qu'elle voit, c'est une vision d'horreur. Elle se retrouve dans un Paris blindé de monde,
où il fait extrêmement chaud, je crois qu'il fait 43 degrés pour un mois de décembre. Elle est prise de panique, elle le suffoque, elle tombe à terre, elle se fait piétiner par des gens et en fait là elle commence vraiment à paniquer et René perd le contrôle de sa séance, il n'arrive pas à la ramener et ce qui va se passer c'est que cette femme va partir en courant de la salle sans même en fait avoir régressé, je crois qu'on dit comme ça dans l'hypnose, vous savez avec le décompte pour revenir on va dire à la réalité en douceur. Elle va donc partir en courant tout à fait affolée et elle va se faire renverser par un camion. Elle y survit mais René et sa compagne sont amenés devant les tribunaux. Ils doivent cesser toute activité envers l'hypnose. En plus, ils tombent sur un juge qui est vraiment pas pour ça du tout, parce qu'apparemment, il en garde de très mauvaises expériences. Donc, ils doivent cesser toute leur activité professionnelle. Ils ont bien sûr des indemnités de dédommagement qui s'élèvent à des milliers d'euros. Et ils se retrouvent un petit peu dans la misère très très vite. Et donc René compte bien reprendre son métier d'historien. Avant il était professeur et il se rappelle que son maître de thèse est devenu directeur à la Sorbonne et il va essayer d'y décrocher un travail. Et la chance va plutôt lui sourire étant donné que un professeur à la Sorbonne est donc tombé malade, il est en arrêt longue maladie. Donc René va pouvoir exercer son métier. Mais ce qui le tracasse, on va dire, c'est un petit peu quand même la vision qu'a eue cette dame lors de cette expérience-là. Et il va essayer lui aussi de revivre cette expérience-là, de voir le monde dans 30 ans. Et il va rencontrer son moi. Et il lui dit qu'en fait il a totalement changé le cours de l'histoire en amenant cette femme dans le futur, en voyant le monde tel qu'il va être et qu'en fait il y a tout qui va changer. Voilà, j'en suis à peu près là de l'histoire et je pense que ça va être le début de l'intrigue. Je sais pas trop, je vous en parlerai davantage quand je l'aurai continué. En tout cas, j'avance bien et vu que je n'ai pas vraiment en ce moment le temps de me poser pour lire un livre physique, on va dire papier, eh bien j'écoute le livre audio et ça me permet également de découvrir cet auteur. Donc pour le moment j'aime beaucoup cette histoire, c'est très bien narré, je vous dirai quelle est la personne qui raconte cette histoire là. Je sais que j'en ai encore pour un petit moment parce que comme je vous dis c'est plus de 9 heures d'écoute il me semble, donc ça va m'occuper pendant ces quelques semaines à venir. Et sinon, concernant mon autre lecture de Eric Fotorino, 17 ans, eh bien c'est simple, je suis à la page 28. Nickel. Je n'ai absolument pas avancé, je l'avais lu un petit peu mercredi et jeudi matin il me semble, ou ouais, jeudi matin, mais je ne l'ai pas du tout avancé. Et en fait, le fait de ne pas avoir pu y revenir durant ces quelques jours, je me rends compte que je n'ai pas trop envie d'y revenir, il n'y a rien qui me tente. Donc je pense tout simplement que je vais le mettre de côté pour le moment. Non pas que j'aime pas, mais je pense que ce n'est pas du tout le moment de lire ce genre de livre-là. Et je vais en choisir un autre pour cet après-midi. Honnêtement, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lire, donc je vais un petit peu regarder dans ma pile à lire et je vous en parlerai très certainement en fait dans mon prochain vlog que je débuterai donc demain. Et sinon, j'ai totalement oublié de vous parler d'une lecture, mais comment est-ce que j'ai pu l'oublier, que j'ai faite la semaine dernière. Donc je sais que je ne vous avais pas vlogué, mais j'avais quand même lu un livre, et pas n'importe lequel, parce que lui, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est... alors à cause et grâce à Instagram que je l'ai acheté, on le voyait de partout. Je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul et il s'agit de En attendant Bojangles de Olivier Bordeaux si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas le livre avec moi mais je vous mettrai la photo du livre. C'est aux éditions Folio que je l'ai acheté avec l'affiche du film étant donné qu'il est en ce moment au cinéma et d'ailleurs sur Instagram j'ai déjà posté mon avis mais vous avez été nombreux à me dire que vous aviez vu le film et que vous aviez adoré et honnêtement il me fait énormément envie parce que quand j'ai vu la bande-annonce j'en ai eu la chair de poule et pourtant ce n'est pas un film qui m'attire habituellement, c'est pas un film vers lequel je serais allée
très naturellement au cinéma le voir, pas du tout. Mais là, le fait d'avoir lu le livre, j'ai qu'une envie, c'est aussi d'aller voir le film. Donc pour vous faire un petit résumé de l'histoire, eh bien je vais pas trop en dire parce qu'il est vraiment très court, hein. Il fait à peine, je crois qu'il fait 186 pages, quelque chose comme ça. On va suivre un petit garçon qui va nous raconter son enfance et notamment il va nous raconter ses parents, donc à travers ses yeux d'enfant, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'humour. Ce sont des parents qui s'aiment énormément, mais ce sont des parents également atypiques. Et quand il raconte ça à l'école, il passe parfois pas pour un menteur parce que il dit que ses parents n'ouvrent jamais le courrier, ils vivent avec un oiseau domestique que sa mère balade en ville. Sa mère n'a pas de prénom. Elle a un prénom, mais on ne sait pas du coup lequel c'est. Et en fait, son mari l'appelle par des prénoms différents toute la journée. Il dit également que parfois il se couche très très tard, qu'il va manger dans la nuit, que ses parents reçoivent beaucoup de monde, qu'il y a tout le temps des fêtes. Et donc forcément il passe pour un menteur auprès de l'institutrice, mais aussi de ses camarades de classe. Et donc il va être amené en fait à raconter des mensonges pour plus qu'on ne le traite de menteur. Et donc cet enfant-là va nous raconter donc sa vie, son enfance, mais le récit va être jonché notamment par les écrits de son père, des écrits qu'il a tenus dans un carnet, où il a lui aussi raconté sa vie, et notamment sa vie de couple. Et là, on va avoir, on va dire, c'est pas la vraie histoire, mais on va l'avoir d'un point de vue d'un adulte, donc beaucoup plus tranchante, beaucoup plus bouleversante, et donc vraie, avec des mots d'adulte. Et on va se rendre compte qu'en fait, malgré cette vie extravagante qu'il mène, remplie d'amour, il va y avoir un bouleversement qui va toucher la famille, et donc c'est une triste réalité ensuite qui va être décrite par le mari. Et je ne vous en dirai pas plus sur ce bouleversement, ce changement qu'il va y avoir dans leur vie, parce que comme je vous ai dit, c'est un récit qui est court, et même si c'est sans surprise finalement, c'est bien de le découvrir par soi-même. Et c'est un livre que j'ai adoré. Alors c'est vrai que j'avais vu que des coups de cœur sur ce livre-là, et je suis pas trop du genre à suivre la tendance des livres. Généralement, quand je vois passer toujours les mêmes livres sur Instagram, j'attends que l'engouement diminue pour pouvoir le lire, pour me faire mon propre avis, parce que quand je le lis en même temps que tous les autres, j'ai l'impression que je me sens obligée de l'aimer autant que vous, et du coup je me mets une pression, j'attends quelque chose vraiment d'incroyable. Je mets trop d'attentes sur ce genre de livre, donc je préfère attendre un petit peu. Sauf que là, avec la sortie du film, je me suis dit bon, quand même, je vais essayer de le lire. C'est un livre qui est court, et honnêtement je ne regrette pas du tout. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas, ça a été une très bonne lecture. Je suis passée du rire aux larmes. C'est très bien écrit, c'est poétique, il y a de la fantaisie, de l'amour, c'est extravagant. C'est vraiment une ode à l'amour, à la musique, parce que c'est le titre en fait est le titre d'une chanson En attendant Bojangles de Nina Simone, que le couple écoute en boucle et il danse tout le temps dessus. On a ce côté très poétique avec la mère notamment. On a l'impression qu'elle vit dans un autre monde où ils s'en foutent un petit peu des conventions, ils vivent comme ils l'entendent, ils sont libres. C'est vraiment un récit qui est extravagant, qui est bouleversant. Comme je vous le disais, il est poétique, on est dans un tourbillon aussi bien de musique que d'émotions. Et je peux que vous le conseiller parce que c'est un récit qui est vraiment très beau. Pour le coup, je regrette pas du tout de l'avoir lu et de ne pas avoir attendu. Donc je ne peux que vous le conseiller, même si je sais que vous avez été déjà nombreux et nombreuses à le lire. Mais si ce n'est pas le cas, allez-y, foncez. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux titres, de nouveaux auteurs qui vont vous donner envie. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas, vous, à me dire un petit peu les coups de cœur que vous avez en ce moment, ou si vous avez lu déjà des livres dont je vous ai parlé, s'ils vous ont plu.
J'espère retrouver quand même un rythme de lecture un peu mieux qu'actuellement, parce que là c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Je vous parlerai donc de ma prochaine lecture dès demain, parce que j'espère quand même la commencer aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est pas un abandon définitif, j'y reviendrai, mais là je pense que c'est pas du tout le moment. Je vous souhaite de passer une belle semaine ainsi que de belles lectures, et puis je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog.